Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal dédié aux arts, au lifestyle, ici ou là-bas. Au sommaire aujourd'hui, les relations franco-tunisiennes, mais vues sous un autre angle. Des bars de banlieue aux maisons arabes. Un jeune franco-tunisien a exporté à Djerba le meilleur du street art et des graffitis français. Dans ce journal également, nous verrons le tristement célèbre Heinrich Himmler, lui aussi sous un autre angle. Une cinéaste belge a récupéré son carnet intime et en a fait un documentaire exceptionnel. Titré « Un homme décent », le film est sorti cette semaine en Israël. Il ne laisse personne indifférent. La réalisatrice sera sur le plateau. Et puis, pour conclure, Omar Sy, l'acteur, lui aussi sous un jour nouveau. Dans le film Samba, montré au Festival de Toronto, il incarne un sans-papier. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à i24 News et à ce journal qui voit la culture différemment. Nous partons tout de suite en Tunisie, à Djerba précisément. Les graffitis et les tags y sont non seulement bien vus, mais nécessaires et pour cause. Comme nous l'explique Charlotte Attal, ils favorisent le commerce et montrent un autre visage du printemps arabe. Le street art, honoré il y a peu par la tour Paris 13, un immeuble voué à la démolition, décoré par une centaine d'artistes venus du monde entier. Le projet a connu un véritable succès et son organisateur, un galeriste franco-tunisien, a tenté de l'exporter en Tunisie. Djerba Hood, voici le nouveau musée en plein air d'Eriad, une petite bourgade située dans la ville de Djerba. Bien loin des circuits touristiques, ce petit village paisible s'est métamorphosé en quelques semaines. Des artistes internationaux, dont certains participants de la tour Paris 13, sont venus décorer des murs abîmés et des maisons abandonnées. Aujourd'hui, étrangers et locaux affluent pour voir ces graffitis. L'initiateur de ce projet, Mehdi Benchek, voulait redonner un coup de souffle à la ville et aider les artistes à s'exprimer à travers l'architecture locale. Mon seul objectif, c'était vraiment de donner déjà au street art, essayer de faire un nouvel exercice qui sort un peu du commun aux artistes. C'est très prétentieux de ma part de dire ça, mais c'est sûr que juste qu'ils se fassent plaisir quoi, avec une nouvelle architecture, des coupoles, des voûtes, et déjà ça. Et deuxièmement, essayer de parler de la Tunisie d'une autre manière. Mehdi Benchek a reçu l'aide de l'ambassadeur de Tunisie en France, déjà preneur de l'exposition La Tour Paris 13, pour financer le déplacement des artistes. Et pour cause, ils sont une centaine à avoir fait le déplacement pour donner naissance à près de 250 fresques, diverses, colorées, recouvrant parfois même des murs entiers. Un projet ambitieux qui réveille le commerce et amène de nombreux touristes dans la Médina. En ce qui concerne la saison de cette année, c'est vraiment bien. Les peintures ont ramené du commerce, des touristes et de nouveaux visages, des gens qu'on ne voyait pas avant à Eriad. Ce qui est intéressant, c'est que les peintures sont bien dispersées et pas concentrées, pas que sur une seule route. Aujourd'hui, ces graffitis ont changé la ville, autant sur le plan esthétique qu'économique. Si certains habitants ont prêté leurs murs à ces artistes, d'autres se sont montrés plus réticents. Le but de ce projet, réveiller un petit village de Tunisie grâce au street art, tout en prenant conscience de l'histoire des lieux tagués. Défi remporté. La sortie d'un film n'est jamais anodine. On parle de programmation, on parle de sujet, mais on ne parle pas de lieu. Est-ce qu'un long métrage a plus d'écho selon qu'il est projeté dans tel ou tel pays? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant avec vous, Vanessa Lapa. Bonjour. Merci d'être sur le plateau du Culture Mag. Vanessa, vous sortez un formidable, un excellent documentaire consacré à Himmler, ici, en Israël, dans 13 salles. Je vous ai vu pleurer, presque pleurer, lors de la première projection. Comment le public réagit ? Pour l'instant, le public réagit bien, très engagé, beaucoup de questions. Il réagit bien parce qu'ils sont très pris par le film, mais ils ont énormément de questions. Qui vient voir le film? Vous pensez que ce sont des personnes âgées, des rescapés, des jeunes? Pour l'instant, puisqu'on est sorti depuis 5 jours, pour l'instant, c'est plus un public 40-50 et des gens plus âgés, 40-50 et 70. C'était une volonté de votre part de sortir le film d'abord en Israël. J'ai vu qu'il allait aussi sortir ensuite en Allemagne et ensuite il va sortir ailleurs. C'était un choix de votre part? Il sort en Allemagne, en Amérique, il sort dans le monde entier.
Non, c'est pas un choix de ma part. On devait sortir avant la guerre et puis on a dû déplacer. C'est plus une histoire de distributeur et de territoire. Alors Vanessa, on va expliquer un petit peu The Decent One, un homme décent. C'est un documentaire en images que vous avez choisi à partir de la correspondance de Himmler. Comment cette correspondance est arrivée entre vos mains ? Mais c'est arrivé tout à fait par hasard. J'ai reçu un jour un coup de fil d'un professeur à l'université de Tel Aviv, un psychiatre, professeur Laor, que je connais depuis de longues années, qui m'a téléphoné, qui m'a dit qu'il y a à Tel Aviv un homme qui tient une collection, qui est la collection privée de Heinrich Himmler, et il pense que ça pourrait m'intéresser si j'aimerais venir voir la collection avec lui. Alors quand professeur Laure me téléphone, je dis oui toujours. Donc j'ai été voir la collection. Parce que c'est une correspondance qu'on a trouvée dans sa maison en 1945, mais qu'est-ce qui s'est passé entre 1945 et le moment où on vous a appelé ? Entre 1945 et le moment où on m'a appelé, elle était pendant... En fait, ce qu'on n'est pas certain, c'est ce qui s'est passé avec la collection entre 1945 et les années 60. À partir des années 60, jusqu'on m'a téléphoné, c'était sous le lit d'un citoyen israélien, Chaim Rosenthal. Comment c'est arrivé des soldats américains qui l'ont volé en 1945 à Chaim Rosenthal? Chaim Rosenthal est décédé, il est décédé avec le secret. On a fait une recherche pendant plus d'1 an. Probablement des marchés aux puces, des échanges. Oui, Et alors donc, vous prenez, vous récupérez cette correspondance. Comment avez-vous réfléchi au dispositif du film? C'est-à-dire n'utiliser que ces lettres, que ces mots, et mettre des images en plus, mais rien n'utiliser d'autre. Ça s'est passé, c'est pas une décision que j'ai prise en une fois. Comme toute la correspondance était écrite en ancien allemand, on a d'abord dû transcrire en allemand moderne et ensuite traduire. Donc, au fur et à mesure où on recevait les traductions, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait une quantité phénoménale de textes et qu'on pouvait en fait écrire un scénario qui est basé uniquement sur les mots de et à Heinrich Himmler. Et c'est comme ça que l'idée d'employer uniquement ces mots est née. Alors vous êtes journaliste, vous êtes belge, vous vivez en Israël, vous avez réalisé un documentaire sur Ehud Olmert, un personnage ambivalent, ambigu. Qu'est-ce qu'il y avait de fascinant chez Himmler? Vous parlez de scénario, on a du mal à imaginer scénario avec l'architecte de la solution finale. Il n'y avait rien de fascinant chez Himmler. Il y avait, je pense, une attirance, une curiosité vers le mal, d'où vient le mal. C'était mélangé avec un peu être embarrassé, parce que c'est un peu embarrassant de lire les journaux intimes de n'importe qui. Alors en plus de Heinrich Himmler, c'est embarrassant et pas nécessairement agréable. Donc c'est de la curiosité, une attirance pour essayer de comprendre. Et vous avez compris quelque chose? Est-ce qu'on comprend quelque chose? Il dit une phrase extraordinaire. Un homme doit dans sa vie, c'est Himmler qui parle, d'être décent, courageux et avoir bon cœur. Donc il y a des moments où vous avez dû vous dire mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Tout à fait. Je crois que j'ai compris que c'est incompréhensible. J'ai compris qu'il s'agit d'une personne. Il n'y a pas un Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a un homme qui est profondément pervers, dangereux, dangereusement rationnel et réfléchi, qui n'a aucun sentiment de regret, de remise en question. Il y a des moments, enfin moi j'enjoins tout le monde à voir ce film, des moments extraordinaires, des phrases où il dit il est hors de question de prendre la moindre chose à ces gens que l'on déporte. Est-ce que, enfin vous le portez depuis plus d'1 an, vous avez été dans de nombreux festivals, Vanessa Lapa, avec ce film, il a reçu de nombreux prix. Est-ce que par moment vous dites je ne peux plus me trimballer ce type, je n'en peux plus? Mais en fait, je me suis dit ça beaucoup jusqu'à la fin du film. Depuis que le film est terminé, le poids est moins gros parce qu'il y a un film et j'arrive à voir le film avec une distance que je n'avais pas pendant les années de travail. Donc je me disais ce que vous venez de dire jusqu'en février. Depuis février, je commence un peu à me distancier et à sentir
sentir un peu plus, sentir une relâche. Une relâche. Merci beaucoup Vanessa Lapage. Je rappelle votre documentaire qui est formidable, Un homme d'essence de Decent One, à voir de toute urgence. Merci. Merci à vous. Voilà une interview qui a été enregistrée avant ce journal. À suivre, les nouveaux habits de Omar Sy dans Samba, présenté à Toronto. On va en voir un extrait, mais pour l'heure, voici l'agenda des expositions. Le musée Victoria & Albert présente une rétrospective du célèbre photographe de mode Horst, l'un des pionniers de la photographie du XXe siècle. Au programme de 150 photographies en 60 ans de carrière, l'exposition se concentre sur l'adaptation et la mise en scène de l'obscurité. L'âge d'or de la couture est mis en avant à travers des photos de mode de Paris dans les années 30. Des images en noir et blanc et en couleur avec un jeu de lumière impressionnant. C'est jusqu'au 4 janvier 2015. Le chien, meilleur ami de l'homme ou du photographe. Quoi qu'il en soit, cet animal à 4 pattes est la source d'inspiration d'une quinzaine d'artistes internationaux. La galerie Sakura de Bercy Village présente 70 photographies de chiens en tout genre et photographiés dans toutes sortes de circonstances. Déguisés, blagueurs, poseurs, les chiens jouent les stars le temps d'une exposition amusante et fantaisiste jusqu'au 4 novembre. Découvrez L'Enfer. Le nom n'est peut-être pas attrayant, mais son contenu en est tout autre. Le travail de Yoram Cooper-Mitz sur la Première Guerre mondiale et la dernière guerre à Gaza est saisissant. 2 séries de captures d'écran manipulées, modifiées pour que les images soient en contradiction. Mais lorsqu'on les regarde affichées les unes à côté des autres, elles se complètent pour amener le spectateur dans un univers d'horreur. Images figées, réalité fragmentée, la photogénie au service de la tragédie, c'est à la Row Art Gallery jusqu'au 25 octobre. Allez, on va suivre la caravane des festivals maintenant. Retour au cinéma avec vous, Laetitia Loreni. On part à Toronto qui fait la part belle au cinéma français et qui nous montre un Omar Sy dans des habits nouveaux. Ah, tout à fait. Alors, il faut rappeler que Toronto n'a pas de compétition officielle et que ces 4 derniers jours, ça a été l'occasion de découvrir des films en première mondiale. Justement, en première mondiale, on a découvert le nouveau film du duo de choc Eric Toledano et Olivier Nakache. Ça s'appelle Samba. C'est avec Omar Sy, comme vous l'avez dit, qui joue cette fois-ci un Sénégalais qui vit en France depuis 10 ans, qui va de petit boulot en petit boulot de manière clandestine et qui va rencontrer Alice, qui est elle incarnée par Charlotte Gainsbourg et qui elle est cadre supérieur, épuisée et qui va essayer par tous les moyens de se reconstruire, elle par la bénévolat dans une association et lui eh bien, en essayant de trouver un nouveau travail. Chacun cherche son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent et ça donne ça. T'es chaud lapin, toi. Non, arrête. Non, c'est pas chaud lapin. Non, c'est pas lapin. Non. Eh, tu connais la pub Coca-Cola? Quoi? Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête. C'est fini, Coca, là, terminé. Retournez travailler, c'est fini. Ça marche bien, qu'est-ce qu'il y a? Ça, je peux pas, c'est pas possible. Bon, balance les pompes. Qu'est-ce que t'as fait, là? Bah, tu m'as dit balance. On va faire plus classique, on va se faire la ville. Classique, c'est mieux aussi. Samba. Je voulais vous dire, quand je suis avec vous, je me sens bien. Peut-être qu'on pourrait se faire là. Comme ça, là? Arrêtez de parler, là. Voilà donc un extrait de Samba qui a été présenté à Toronto. Toronto qui fait la part belle au cinéma français, manifestement. Ah, tout à fait. Alors, pour la petite histoire, il faut se rappeler que quand le duo Toledano-Nakache avait présenté Intouchable avec le même acteur, donc avec Omar Sy, les critiques avaient été absolument atroces avec le film. Il trouve que la presse, parfois... Il trouvait que c'était très stéréotypé, que c'était à la limite du racisme. Donc là, le duo et leur acteur, ainsi que Charlotte Gainsbourg et Tahar Rahim, qu'on retrouve dans la comédie, c'est plutôt surprenant et sympathique. Ils vont donc affronter les mêmes critiques dans le même festival, mais cette fois-ci certainement avec beaucoup avec beaucoup plus de succès. Oui. Donc un autre film français à Toronto. Film. Alors là, on passe de la samba à la musique électro, aux racines de la musique électro française avec ce film Eden de Mia Hansen-Love, qui retrace donc l'incroyable carrière en montagne russe de son frère Sven Love, qui a coécrit
le scénario, qui était un DJ, le premier DJ garage et figure de la French Touch. Alors dans ce film, on va se rappeler de nos années clubbing dans les années 90, pour tous ceux qui se rappellent de la première fois où on a entendu de funk de Daft Punk. Et là, en image, ça donne ça. Vous la retrouverez aussi tous les dimanches sur Radio Alger de 18h à 20h pour leur émission Top 3 des meilleurs morceaux. Tu te regardes le plus lourd de la soirée. Ça va. Eh bien, ils ont 20 ans à peine. Depuis plusieurs années déjà, ils nous font découvrir le son garage new-yorkais à la sauce parisienne. Avec vos histoires, j'ai attrapé la crève là. Contrairement à ce que vous pensez, je me dors très peu moi. Peut-être que maintenant, il faudrait vous ouvrir un peu sur des choses un peu plus modernes. Vous bougez pas, mais les gens, eux, ils changent. C'est mon bateau, lâchez-moi! C'est beau la jeunesse. Voilà un extrait de Eden présenté au Festival de Toronto. C'est la fin du Culture Mag. Merci Laetitia. Nous, on se retrouve demain pour un autre rendez-vous culture. Juste après ce Culture Mag, c'est l'info qui revient sur i24 News. Merci.